avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de l'Agence pour la biomédecine qui mène une campagne pour sensibiliser la population sur le don de gamètes. Nous allons échanger avec le docteur Claire Devienne, qui est une médecin référente en assistance médicale à la procréation, ou encore AMP. Ce terme regroupe donc toutes les techniques et dispositifs d'aide médicale pour la procréation, ou encore pour la procréation médicalement assistée, la PMA. Avant de commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres sur le don de gamètes en France. On va les séparer en deux catégories. Le don de gamètes des femmes, qui va concerner les ovocytes, et le don de gamètes des hommes, qui va concerner les spermatozoïdes. En 2019, 836 femmes ont fait un don d'ovocytes pour près de 2100 tentatives d'AMP pour des couples. 409 enfants sont nés suite à une AMP avec un don d'ovocytes. 3974 couples étaient en attente d'un don d'ovocytes au 31 décembre 2019. Concernant les dons de spermatozoïdes, 317 hommes ont fait un don de spermatozoïdes permettant la congélation de plus de 14 600 paillettes. Nous définirons ce terme dans l'épisode. 987 enfants sont nés suite aux démarches de dons de spermatozoïdes. 1837 couples ont pu bénéficier d'au moins une tentative d'AMP avec don de spermatozoïdes. Avec le docteur Devienne, nous allons parler des procédures pour pouvoir faire un don de gamètes, que l'on soit un homme ou une femme. Et dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à l'accompagnement sur le sujet et nous répondrons aussi à quelques questions que vous aviez pu poser directement sur le réseau social Instagram. Je remercie le docteur Devienne pour son accessibilité, pour sa capacité à transmettre ses informations avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'expertise. Et je vais tout de suite commencer l'épisode avec la première question. Quels sont les enjeux du don de gamètes ? L'enjeu majeur, c'est de le faire connaître et d'inciter le plus possible les jeunes à réfléchir et peut-être même à aller jusqu'à s'engager pour donner ces ovocytes ou ces spermatozoïdes. En France, aujourd'hui, il y a trop peu de femmes qui donnent leurs ovocytes, même si elles sont quand même 800, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça ne suffit pas pour répondre aux projets d'enfants de milliers de personnes tous les ans en France. Ah, ça représente quand même des milliers de demandes. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 2000 couples qui faisaient jusqu'à cette année une AMP avec don de spermatozoïdes. En don d'ovocytes, il y en avait 4000 qui tous les ans étaient encore sur liste d'attente à la fin de l'année. Ah, quand même. Sans compter les personnes qui allaient à l'étranger faire du don d'ovocytes, parce que les délais d'attente étaient trop longs en France. Donc vraiment, notre objectif, c'est de communiquer un maximum, désacraliser cette idée du don de gamètes, parce que les gens qu'on voit faire ce don, c'est des gens qui ont pris le temps de la réflexion et qui sont hyper contents de l'avoir fait après. Donc c'est quelque chose qui nécessite de mûrir l'idée, de se sentir à l'aise dans cette démarche. Et ça se passe bien parce qu'on est super accompagné par des équipes dont c'est le métier, qui ont toute sécurité. Donc c'est important et c'est tellement chouette ce genre d'invitation à un podcast, parce que l'Agence de la biomédecine, son cœur de métier, c'est ça, c'est mieux informer sur le don de gamètes et permettre à des milliers de personnes de faire aboutir leur projet d'enfant, projet d'une vie souvent. Justement, le podcast qu'on enregistre est là pour ça, et je vous remercie de préciser qu'on va justement, dans la suite de l'épisode, donner des précisions. C'est tout le sujet de notre épisode. On va parler beaucoup des donneurs et des donneuses, fatalement, mais dans un premier temps, je voudrais juste qu'on se dise, ok, le don de gamètes, c'est pour qui ? Le don de gamètes, c'est pour des couples composés d'un homme et d'une femme, des couples composés de 2 femmes, et pour des femmes seules. Okay. Le don de gamètes, ça peut être du don d'ovocytes, ça peut être du don de spermatozoïdes, ça peut être le don d'ovocytes et un don de spermatozoïdes. Et c'est ouvert aux personnes qui sont, pour les femmes âgées de moins de 45 ans, et pour les hommes âgés de moins de 60 ans. Ça, c'est une nouveauté de la loi qui a introduit des conditions d'âge qui n'étaient pas fixées par la loi avant. Donc maintenant, c'est prévu de cette façon-là. Ces personnes, elles ont un parcours avant d'arriver dans un centre pour faire une demande qui peut être plus ou moins long. Et les couples hommes-femmes, ils ont souvent un parcours très long avant de venir faire une demande de don de gamètes. C'est des personnes qui ont une infertilité qui leur a été annoncée par étapes,
qui ont parfois fait des tentatives d'AMP qu'on appelle intraconjugales, donc avec leurs propres gamètes, et puis ça n'a pas marché. Donc c'est des personnes qui parfois ont plusieurs années d'espoir déçu, d'échecs derrière eux. Et voilà, pour toutes ces personnes, ça fait quand même un bon paquet de personnes, et le don de gamètes, c'est le seul bonheur d'avoir un jour la chance d'avoir un enfant. Et donc là, ça répond un petit peu à ma deuxième question, c'est pourquoi donner ces gamètes ? Pour le coup, si je comprends bien, c'est pour permettre à ces gens qui rencontrent des difficultés alors qu'ils ont un désir d'enfant profond, mais qui ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes, c'est pour leur donner l'opportunité d'arriver au bout de ce désir, c'est bien ça ? Quand on donne ces gamètes et qu'on fait cette démarche, on donne un espoir, on donne un coup de pouce, on donne une chance à quelqu'un ou à un couple d'aller au bout de son projet de vie, de son projet d'enfant, mais on ne donne pas un enfant. Voilà. Toutes ces personnes qui font cette démarche, ils ont parfaitement conscience qu'ils viennent donner des spermatozoïdes ou des ovocytes. Alors ils ne savent pas toujours si leur don a fonctionné, si un enfant est né du don, ça ils ne le sauront pas. Mais en tout cas, ils savent que ils ont peut-être donné cette chance à quelqu'un. Je trouve ça beau quand même de se dire que par un don comme ça, par un acte qui est quand même un acte assez altruiste, on peut donner l'opportunité à des couples ou à des femmes seules d'aller au bout de ce désir d'enfant, de ce désir d'amour quand même, on peut le dire. Ça permet aussi de penser quand même la parentalité au-delà de la simple biologie, du simple lien biologique, et je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a déjà rappelé dans ce podcast, que ce soit autour du lien d'attachement ou du développement de la parentalité. Voilà, c'est vraiment donner cette opportunité, pallier à ces problématiques biologiques pour permettre à des gens qui en ont le désir d'accompagner un enfant dans la vie, et certainement avec beaucoup d'amour, notamment issu de ces difficultés. Merci docteur, on va passer sur la première partie de ce podcast où je voudrais avoir les informations qu'on va appeler un petit peu techniques médicales sur le sujet, et on va séparer en deux parties le don de gamètes femmes, donc le don d'ovocytes, et le don de gamètes pour les hommes, donc le don de spermatozoïdes. Avant de cette petite séparation, juste une petite question, est-ce que tout est pris en charge pour tout le monde ? Alors au niveau financier, je pense que c'est votre question, tout est pris en charge, c'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite réfléchir à éventuellement faire un don et qui vient pour une première consultation, déjà là c'est pris en charge, même s'il ne va pas jusqu'au bout. Donc la loi elle prévoit vraiment la gratuité du don. C'est vrai pour le don de gamètes et pour les autres dons du corps humain en fait. Donc tout est pris en charge pour les personnes qui donnent, et tout est pris en charge pour les personnes qui reçoivent. C'est vraiment une spécificité française. Je crois que c'est vachement important qu'on le rappelle aujourd'hui. Non mais c'est bien. C'est bien de rappeler qu'on a un système de santé en France qui permet ça, parce que c'est pas le cas partout. Vous avez un petit peu déjà répondu à cette question, peut-être qu'on va rappeler les données, mais juste se rappeler qui peut donner et dans quelles conditions il faut avoir. Cédric, vous pouvez donner si vous avez entre 18 et 44 ans. Pour les femmes, c'est 18 à 37 ans. Okay. Pour donner, il faut être en parfaite santé et il faut être volontaire, motivé, bien informé. J'avais donné la possibilité à ma communauté de poser des questions directement en vue de l'enregistrement de cet épisode. Et j'ai une question qui, en effet, sur les conditions de don, me semble très intéressante. C'est est-ce que les fumeurs ou les fumeuses peuvent donner ? Alors, quand on parle de très bonne santé, c'est pour plusieurs raisons, et notamment pour que les chances de grossesse soient les meilleures possibles. D'ailleurs, c'est l'objectif de tous les donneurs. C'est que le geste qu'ils font, ils donnent le plus de chances possible d'avoir un enfant au bout du compte. Et le tabac, c'est un poison pour la fertilité. On le sait, mais je ne suis pas sûre que la population générale le sache à ce point que le tabac, que le cannabis, mais ce sont des poisons énormes pour la fertilité. Alors, il y a quand même une super nouvelle, c'est que quand on arrête, c'est plus un poison. C'est pas quelque chose qui reste comme ça. Donc, on a beau être un gros fumeur, si on arrête, on répare très très vite la fertilité, etc. Donc, quand on est fumeur et qu'on veut donner, c'est génial, je dis merci, mais je dis, ouais, ça serait tellement chouette de réduire le tabac le temps du don, en fait. Ça serait vraiment formidable. Peut-être l'occasion pour arrêter. Si c'est un petit levier de plus pour réussir à arrêter, c'est chouette, ouais. Vous avez évoqué pour le coup dans cette réponse le tabac et le cannabis. Une question qui me vient, c'est l'alcool aussi ? L'alcool, c'est le pire des poisons. Enfin, non, d'accord. C'est pas... L'alcool, c'est un poison très puissant, très très puissant pour la fertilité. Et c'est encore très très tabou en France, et parfois c'est assez dur d'aborder cette question avec les personnes concernées qui ne se rendent pas forcément compte que ça peut être un poison, mais pareil, c'est quelque chose pour l'occasion, ça vaut tellement le coup. C'est vraiment se faire le plus beau des cadeaux de réussir
à diminuer cette consommation, hein, quel que soit le toxique. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est que pour le coup, faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre soin de soi et d'en profiter pour arrêter des mauvaises habitudes qui peuvent plus ou moins nous mettre en danger sur le long terme. Voilà, je vais essayer de dire ça comme ça. On va passer donc maintenant au déroulement des dons de gamètes, en commençant par les femmes, donc le don d'ovocytes. Il y a 5 étapes du don d'ovocytes. Les 5 étapes du don d'ovocytes, alors on les a mises sur le site de l'Agence de la biomédecine. Je pense que ce qu'il faut retenir, Très bien. C'est il y a 2 grandes étapes. Première étape, le bilan. Deuxième étape, le don lui-même. Okay. L'ensemble de toute la démarche, c'est maximum 6 mois, je dirais. L'étape du bilan, quelquefois, elle surprend un peu les femmes, parce que ça peut prendre un peu de temps de faire un bilan. Un bilan, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rencontrer un gynéco 1 ou 2 fois, pour faire tout un bilan médical, prise de sang, échographie des ovaires, et puis bilan génétique. Est-ce que dans ma famille, il y a des maladies génétiques ? Est-ce que je risque potentiellement d'en transmettre une ? En même temps, ça vous donne des informations pour vous aussi. C'est pas inintéressant. Des trucs, ouais. C'est l'occasion de comprendre certaines choses. Et puis, on rencontre un psychologue dans ce bilan. Et le psychologue est là pour aider à réfléchir à ce que ça signifie pour moi d'envisager de faire un don d'ovocytes. Et j'aime bien rappeler que je peux faire tous ces bilans-là. Et puis surtout, j'ai le droit de prendre le temps de réfléchir. Alors, il y en a des femmes qui sont super informées au préalable et qui vont enchaîner tout ça. Et, voilà. Et puis, il y en a qui font tout le bilan et puis qui se laissent le temps. Hein. La vie a besoin quelquefois de réflexion. Et puis là, c'est un geste tellement beau et tellement particulier qu'il y a des femmes qui font le bilan puis elles attendent un peu. Il y en a qui font le bilan, qui font un bébé, qui reviennent et qui font le don après, etc. Voilà. Chacun fait comme il le souhaite. Et une fois, pour revenir au bilan, une fois qu'il est terminé, là, c'est le moment du don. Donc là, c'est le moment particulièrement engageant où on a un traitement hormonal. Le traitement hormonal, c'est forcément des piqûres à faire. On les fait tous les soirs à la maison, soi-même, ou le conjoint ou la conjointe peut les faire. Et ça peut être aussi une infirmière ou un infirmier qui vient les faire à la maison. Mmh. Ce traitement, il va durer une dizaine de jours. Et le truc un peu pénible, c'est que pendant ces 10 jours, il faut réussir à venir se déplacer pour faire échographie et prise de sang tous les 2-3 jours, pendant 2 ou 3 reprises. Et souvent, c'est ça qui peut être un peu compliqué à placer dans un agenda de jeunes femmes actives, parce que c'est le matin que ça se fait, avant d'aller au boulot. Alors, on arrive à s'arranger avec l'employeur. Il peut y avoir aussi, ça existe, c'est la loi, des autorisations d'absence qui sont payées par l'employeur, en fait, pour réaliser le don. Je me permets de m'arrêter là-dessus, si je comprends bien. C'est-à-dire que pendant le don, pendant la période d'injection, là, enfin, en tout cas, les moments où on pourrait s'absenter de son travail pour le don, l'absence est autorisée et rémunérée. Si on décide d'informer son employeur qu'on est dans une démarche de don d'ovocytes, alors on peut faire valoir ce droit. Ah, mais c'est important à savoir. Je pense que c'est important de le dire. Si on décide de ne pas le faire savoir à l'employeur, ça peut entraîner une perte de revenus professionnels. D'accord. Dans ce cas, comme le don doit être parfaitement gratuit et surtout pas coûter de l'argent à la donneuse, alors cette perte de revenus professionnels va être remboursée par l'hôpital. Ah oui, d'accord. De même que si elle a une garde d'enfant qui lui coûte de l'argent du fait du don, elle peut faire valoir ça. En montrant les justificatifs, l'hôpital rembourse tous les frais liés au déplacement et à la réalisation du don. Alors ça, en plus, c'est quelque chose... alors, je suis pour information, moi, j'ai déjà fait un don d'autre chose. J'ai fait un don de cellules souches. Et en effet, moi, je confirme que... par rapport au process, j'avais reçu en effet de l'hôpital des petits documents à remplir pour dire là j'ai pas pu aller travailler et même si mon employeur était au courant par ailleurs de ce qui se passait, mais comme j'avais été en arrêt maladie, comme suite au don, voilà, il y avait des petites choses comme ça à remplir. En effet, on est totalement remboursé, donc je suis vraiment ravi de savoir que ça marche aussi pour le don d'ovocytes. C'est vraiment quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'en tout cas, point de vue financier, il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'impact. C'est ce qu'ils appellent le principe de neutralité financière pour tous les dons d'éléments du corps humain. Et donc le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes. Il faut vraiment le faire valoir, ce droit-là. Non, mais c'est génial et je pense que c'est important de le savoir. Donc pour le coup, je vous ai un petit peu, alors, on reprend un petit peu coupé, on reprend sur notre on reprend le fil du don. Donc, la dizaine de jours de piqûres d'hormones à faire, le soir à la maison.
les examens de surveillance de ce traitement. Ce traitement, il a comme effet de faire grossir les ovaires, parce qu'en fait, ce mois-là, normalement, l'ovaire, il aurait fabriqué un seul ovocyte. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule un peu plus d'ovocytes. Ceux qui, de toute façon, auraient tenté leur chance ce mois-là, là, on leur donne leur chance à toutes grâce à ces hormones-là. Et au lieu de 1, on va en avoir une bonne dizaine. Ah oui. Et oui. Alors, ça fait que les ovaires, ils grossissent pas mal. Donc, pendant ces 10 jours-là, certaines femmes peuvent sentir que ça tire un peu au niveau des ovaires. Et puis, il n'y a pas de mystère, tout ça, c'est des hormones. Il peut y avoir au niveau des humeurs de la femme une certaine humeur changeante ou une irritabilité, ça peut arriver. Voilà, donc tout ça à caser avec l'agenda, les enfants, le travail éventuellement. Mais ça se fait très bien quand on est bien préparé à l'avance que, il va falloir, pendant 10 jours, se rendre super disponible pour ça. Et puis, après ces 2 jours de traitement, c'est une ponction des ovaires pour récupérer les ovocytes. Et cette ponction, elle se fait forcément dans un bloc opératoire avec tout ce qu'il faut pour pas avoir mal. L'anesthésie, elle peut être locale, elle peut être générale. Alors ça dépend vraiment des centres, ça dépend des femmes. Voilà. Cette ponction, elle dure 10-15 minutes. C'est comme une écho vaginale. Donc c'est la sonde d'écho vaginale classique, je dirais. Et au bout de la sonde d'écho vaginale, il y a une petite aiguille qui sort, qui traverse la paroi du vagin tout au fond et qui rentre directement dans l'ovaire à cet endroit-là. Okay. Donc on voit, le gynéco qui fait le geste, il voit parfaitement l'aiguille qui traverse la paroi du vagin, qui arrive dans l'ovaire, et là qui vient aspirer tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc une piqûre à droite, une piqûre à gauche, et 10 minutes après, c'est terminé. La dizaine d'ovocytes. On a la dizaine d'ovocytes qui partent directement au laboratoire. Très bien. Avant de passer à la suite, j'ai une autre question qui m'est venue dans notre échange. Au niveau des personnes qui voudraient faire un don et qui seraient étudiants, ou étudiantes en l'occurrence, pour le coup, c'est aussi une autorisation de s'absenter de la fac. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut présenter comme étant une autorisation d'absence à la faculté pour les études supérieures. Alors si on est étudiante, pareil, si on a besoin de moindre certificat disant que la présence était absolument indispensable dans le service, bien sûr, on fait tous les certificats nécessaires. Ça me permet de rappeler qu'on peut faire un don à 18 ans, à partir de 18 ans, même si on n'a jamais eu d'enfant. Tout à fait. Et ça, c'est vrai depuis quelques années maintenant. Et grâce à ça, on a vu, mais les jeunes sont hyper généreux, on a vu plein de jeunes femmes venir donner leurs ovocytes grâce à ça. Il y a un mot comme ça que j'ai découvert justement en travaillant l'épisode, c'est le mot nullipare. Ah oui. Que je ne connaissais pas, que je trouve pas très joli. Mais donc, si vous êtes une femme nullipare, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore eu d'enfant, vous pouvez faire un don. Et en effet, ça peut être intéressant. Je me dis que peut-être ça peut être aussi un moyen pour des personnes qui sont en bonne santé, qui remplissent toutes les conditions, mais qui, eux, ne veulent pas d'enfants, elles ne veulent pas d'enfants, de se dire, ok, je peux quand même peut-être donner cette opportunité à des gens de le faire. Ça peut aussi être une manière de contribuer un petit peu socialement. Il faut bien reconnaître que c'est quand même une démarche très engagée au développement comme ça de désirs d'enfants qui vont être bien entourés, en tout cas entourés d'amour. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à faire, même si c'est pas notre souhait personnel pour le coup. Moi, quand je travaillais dans un centre de don d'ovocytes, j'en ai vu des femmes tout à fait dans cette démarche. Je ne veux pas d'enfants, mais mes ovocytes, autant qu'ils servent à quelqu'un. C'est super. C'était la phrase qu'on je trouve entendait. Ça très beau. Donc si je comprends bien, en tout cas pour une femme, c'est quand même quelque chose qui est très très engageant. Il y a une organisation familiale, professionnelle potentiellement, qu'il faut mettre en œuvre, et il faut passer au bloc. Quand on est une femme et qu'on fait un don d'ovocytes, il faut être et généreuse et super organisée. Ok, très bien. Ou j'ai envie de parler aussi aux hommes qui nous écoutent, c'est aussi l'occasion peut-être de se poser la question des tâches qu'on accomplit ou pas à la maison afin de permettre à sa compagne de remplir cette démarche dans les meilleures conditions possibles. Voilà, messieurs, c'était un message spécialement dédicacé pour vous, si vous êtes en couple, ou père, ou même seul, pour plus tard. J'ai une question qui nous vient d'Instagram, encore une fois, justement sur le don d'ovocytes. Savoir si le don d'ovocytes a des effets sur l'allaitement. L'allaitement, c'est une période où on a des hormones qui sont là pour qu'on puisse avoir du lait. Et ces hormones, elles rentrent en compétition avec les hormones qui permettent le fonctionnement des ovaires. Donc, toutes les femmes qui allaitent plusieurs fois dans la journée, dans la nuit, de façon bien répartie comme ça sur les 24 heures, elles ont constaté que elles ont un retour des règles assez longtemps après, parce qu'il y a concurrence en fait.
quand on a un allaitement exclusif, voilà, jour et nuit, on n'a plus de cycle. Donc, pour le don d'ovocytes, c'est pas la période idéale. Il va falloir attendre le moment où les cycles reviennent et qu'on arrête l'allaitement. Et voilà. Donc, on va pas non plus s'inonder d'hormones au moment où on allaite son enfant. Bon, donc, ce qu'on peut faire, par contre, parce que souvent l'allaitement, c'est le moment où on est en congé maternité, au début, etc. Donc, et on peut avoir l'esprit libre pour ça. Dans ce cas-là, c'est le moment de prendre des infos et de commencer le bilan, en fait. Donc, c'est souvent ce que font les femmes. Elles viennent, elles se renseignent. Elles peuvent rencontrer un psychologue, faire les premières prises de sang, etc. Et puis ça leur laisse le temps, voilà, de prendre le temps avec leur bébé, puis de revenir quand elles sont prêtes après l'allaitement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en effet, nous personnellement, ma compagne, son retour de couche, son retour de règles, ça a mis plus de 18 mois pour le coup avec l'allaitement. Donc je comprends bien que biologiquement, il y a des choses qui ne doivent pas pouvoir concorder. Et en effet, on peut noter que c'est peut-être en effet une période pour, si on se pose la question, pour en profiter, pour faire les examens, prendre les renseignements, et puis la suite se fera quand on aura plus de temps. Est-ce que le don a des effets sur la fertilité ? Quand on donne ses ovocytes, on va pas donner des ovocytes qui sont dans le stock, parce qu'on a cette notion qu'il y a un stock d'ovocytes. Les ovaires, c'est des poches pleines d'ovocytes, ok. Mais le traitement hormonal qu'on prend, il n'est pas là pour obliger des ovocytes à rentrer en croissance alors qu'ils n'auraient pas voulu. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque mois, il y a une quinzaine d'ovocytes qui se déclenchent pour essayer de faire la compète et être le premier à réussir à ovuler. Et puis tous les autres, ils n'y arrivent pas, hop, ils sont éliminés. Et les hormones qu'on prend pendant ce traitement de 10 jours, ça permet à tous les ovocytes d'arriver au bout et d'être prêts à ovuler. Donc en fait, non, on ne va pas piocher dans le stock profond. Donc on n'altère pas du tout sa fertilité en donnant ses ovocytes. Et de la même façon, on ne va pas du tout avancer l'âge de sa ménopause. C'était ma question suivante. Alors que si on fume, on l'avance de 2 ans, sa ménopause. Hein. Voilà, on en revient au tabac. On passe quelques petits messages de santé publique en passant. Hein. Dernière question sur nos ovocytes. Quelles sont les complications possibles ? Parce que quand même, je me doute qu'il y a toujours une complication possible dans un acte médical. Donc quelles sont celles qui concerneraient le don d'ovocytes ? Le don d'ovocytes, et ça va être expliqué systématiquement à toutes les femmes qui viennent faire le bilan. Si le traitement de stimulation il est trop fort, les ovaires vont pas grandir un peu, mais beaucoup, et là, ça fait très mal. Donc on peut être amené, et ça c'est le premier risque, à devoir arrêter les traitements, parce qu'on est parti beaucoup trop fort. Parce que le bilan, il sert aussi à évaluer quelle dose d'hormones on va prendre, et puis quelquefois, ça répond beaucoup trop fort. Donc le premier risque, c'est ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle une hyperstimulation. Alors on a beau avoir pour les donneuses une façon de donner les traitements qui est très différente pour les autres femmes qui font une fécondation in vitro pour elles-mêmes en fait. Donc on a des stratégies qui réduisent beaucoup ce risque-là, mais le risque zéro n'existe pas. Et les donneuses sont souvent jeunes et fertiles, et il y a plus de risque d'hyperstimulation. Donc on est super vigilant pour les donneuses. Mais on ne peut pas passer à côté d'un syndrome d'hyperstimulation. On le sent tout de suite, on a le ventre qui gonfle, on a super mal au ventre, ou un peu mal au ventre, on sent que oh là là, c'est pas comme d'habitude. On n'hésite pas, on informe immédiatement le centre de don qui nous suit en disant allô, voilà, j'ai le ventre qui a gonflé, j'ai un peu mal au bide, bof, voilà. Et puis les échographies de surveillance, elles servent à ça. Mais il y a des fois des choses un petit peu plus embêtantes, c'est quand ça se déclenche, ce truc-là, mais après la ponction. Donc, ça veut dire que c'est une complication qui se déclenche après. Et là, pareil, il ne faut pas hésiter à consulter. Il ne faut pas aller consulter quelqu'un qui ne connaît rien à la stimulation ovarienne. Il faut aller consulter les personnes qui connaissent, c'est-à-dire le centre dans lequel on est suivi. Et donc, pareil, on ne passe pas à côté. J'ai mal au ventre, voire j'ai des nausées. Non, c'est pas normal, il faut venir consulter. Et donc, chaque année, il y a quelques femmes qui donnent leurs ovocytes et qui ont cette complication-là. Dans les cas les plus embêtants, il peut même y avoir une hospitalisation. Ça arrive de temps en temps. Bon, ça reste super rare, mais c'est hyper important de le savoir. Il faut savoir où on met les pieds pour ce don-là. On précise donc que c'est très rare, mais au moins on est totalement transparent sur les complications possibles. Après, important. Ça reste en effet quelque chose de très rare. Et moi, de l'expérience que j'en ai eu, en tout cas avec le don de cellules souches, les centres, les gens qui s'occupent de nous,
Je suppose que c'est pareil pour les dons de gamètes. En tout cas, sont très très réactifs, même après le don, quand on a une question, quand on a quelque chose où on se dit tiens, est-ce que c'est dû au don voilà. Les donneuses, hein, on veut les chouchouter. Hein. Oui. Quand même, c'est tellement important, elles sont précieuses et leur geste est complètement altruiste. Donc oui, il y a vraiment une hotline pour les donneuses. S'il y a quoi que ce soit, il faut revenir tout de suite, ouais, bien sûr. Il y a un SAV efficace pour le don. Ok, super. Alors il y a d'autres complications qui existent après un don. C'est parce qu'on a eu un geste opératoire, la ponction au bloc. S'il y a un petit saignement dans le ventre, pareil, ça on s'en rend compte tout de suite parce que ça a fait mal. Pareil, il faut consulter. Pareil, si on a de la fièvre après une ponction, c'est pas normal non plus. Donc voilà, tout ça c'est expliqué par les médecins au préalable. Ok. Ça reste exceptionnel. Exceptionnel, et dans tous les cas, c'est expliqué dans les rendez-vous préalables. Toujours. À la démarche. Ouais. Voilà, super. Et alors, on a parlé des dons d'ovocytes. Maintenant, on va parler des dons de spermatozoïdes. Comment ça se passe ? Dans la brochure, on nous dit qu'il y a 6 étapes. Donc, on peut le consulter sur le site, mais je sens que vous avez envie de nous expliquer avec une manière plus simplifiée. Si on veut être... on va faire comme pour les femmes, il y a 2 étapes. Super. Le bilan et le don. Très bien. Le bilan, il ressemble beaucoup au bilan qu'on fait pour les femmes. On fait un bilan génétique, c'est-à-dire on regarde l'histoire familiale. On fait un bilan sur les sérologies, donc pour vérifier qu'on n'a pas de risque de transmettre une maladie infectieuse. Et puis on rencontre aussi un psychologue, alors même topo, pourquoi je fais le don, qu'est-ce que ça représente pour moi, etc. Et puis pour les hommes, le don lui-même est bien sûr beaucoup plus simple. Néanmoins, c'est pas une seule fois qu'on fait le recueil de spermatozoïdes, c'est plusieurs fois. Et quelquefois, les hommes, ils sont un peu étonnés. Mais on fait 4 recueils, 4-5 recueils. Donc, il y a au moins 4-5 rendez-vous pour le don de spermatozoïdes. Le recueil de spermatozoïdes, il se fait forcément au labo. Donc, labo qui fait le don de spermatozoïdes, pas dans n'importe quel laboratoire. Et il se fait forcément par masturbation. D'accord. Et moi, vous disiez qu'il y avait plusieurs rendez-vous. En effet, ce que j'ai lu en préparant cet épisode, c'est qu'il y avait un premier... échantillon don qui était fait et que selon les analyses de ce premier jet, pour le coup, ça allait déterminer le nombre d'autres séances. Quand un homme fait un recueil de spermatozoïdes, c'est des millions de spermatozoïdes qu'il donne. Mais c'est normal parce que la reproduction humaine est ainsi faite qu'on a besoin de vraiment beaucoup de spermatozoïdes. Donc, plus on peut en récolter, plus on peut conserver ces spermatozoïdes, plus on a de tentatives possibles après. Donc un homme qui donne ses spermatozoïdes, on les stocke en fait dans des petites pailles là, qu'on appelle des paillettes, qu'on met à moins 296 degrés là, dans l'azote liquide, et puis on peut en récolter 30-40 pour un homme. Et ça permet de... 30-40 paillettes. Okay, dans chaque paillette, il y a des millions de spermatozoïdes. Mais ça permet d'avoir plein de chances de grossesse pour plein de personnes qui en ont besoin. Et la loi prévoit pas plus de 10 enfants qui doivent naître d'un don de spermatozoïdes ou d'un don d'ovocytes. Alors les ovocytes, on n'atteint jamais ces chiffres-là, parce que voilà, on n'est pas dans les mêmes chiffres. On est plutôt à 10 ovocytes. Si on a un enfant qui naît une fois sur 2, c'est ça les statistiques. Alors que pour un homme, on peut avoir très facilement plusieurs naissances. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. On va revenir après, bien sûr, sur la fin des étapes, mais c'est que ça a l'air quand même beaucoup plus facile pour les hommes et beaucoup moins contraignant. Je sens que vous allez vous demander pourquoi, alors que c'est beaucoup plus facile pour les hommes, il n'y en a que 300 qui donnent, alors qu'il y a 800 femmes qui donnent. Oui, non mais fatalement, parce que j'ai les chiffres sous les yeux que j'ai donnés en introduction, je rappelle. En 2019, 317 dons de spermatozoïdes réalisés, alors qu'on a 836 dons d'ovocytes, enfin 836 femmes qui ont fait des dons d'ovocytes. Je m'interpelle, c'est vraiment une différence qui m'interpelle énormément sur mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de dons de spermatozoïdes. Cédric, j'aimerais tellement vous poser la question. je vais en parler, mais juste après, parce que c'est une question qui, forcément, en travaillant sur ce sujet, qui m'a interrogé, qui m'a interpellé. Mais voilà, moi, de manière très directe, parce que mon auditoire est assez habitué à ce que je sois très direct, ce que j'ai envie de dire, c'est, les gars, enfin, voilà, si vous m'écoutez, posons-nous quand même les bonnes questions. Je pense qu'on a tous été adolescents, qu'on a suffisamment d'expertise dans le geste technique pour faire le recueil. Et la masturbation n'est pas vraiment un tabou chez les mecs. Donc si on peut rendre service à des familles,
je dirais pas qu'il faut pas hésiter parce que ce serait quand même une belle injonction, mais en tout cas, posons-nous la question, peut-être parlons-en à la maison. Voilà, c'est une démarche qui peut vraiment aider des familles, ça peut être très intéressant. Et donc, on a fait tous les recueils, c'est ça. Et de mémoire... Il y a quelques années, on avait forcément besoin de demander aux donneurs de revenir 6 mois après pour faire des sérologies de contrôle, c'est-à-dire vérifier qu'il n'y avait pas le VIH qui était survenu au moment du dernier recueil et qu'on ne l'aurait peut-être pas diagnostiqué à ce moment-là. Puis en fait, maintenant, on a les techniques qui permettent de vérifier tout ça dès le moment du recueil en amont. Okay. Et on n'a plus besoin de se déranger de revenir 6 mois après. Ah ouais, donc ça simplifie vachement les démarches maintenant pour les donneurs. Alors, raison de plus. C'est toujours écrit sur les plaquettes et sur le site, donc je profite de l'épisode pour dire, si vous allez voir sur le site, cette étape-là n'est plus nécessaire. Merci docteur de l'avoir précisé. Et donc pour le coup, pour un homme, c'est quoi la durée totale du don, globalement ? La durée totale entre du don, le premier rendez-vous je dirais et la fin il doit être autour de 4 mois en moyenne. Si on donne une moyenne, c'est 4 mois. 4 mois. Donc on a 4 mois pour les hommes, 6 mois pour les femmes. Voilà. Donc c'est moins contraignant et en plus c'est plus court. Je crois qu'on a tout dit là. Non, mais c'est important de le savoir. Alors, est-ce qu'il y a, à part potentiellement une tendinite au poignet, des complications possibles au don de spermatozoïdes en France ? J'ai beau chercher, je ne vois aucune complication possible au don de spermatozoïdes. D'accord. Bon. Non, il y en a vraiment pas. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a quand même bien fait le tour sur mon spermatozoïde aussi, et c'est important de bien se rendre compte que c'est une démarche, en tout cas pour le don de spermatozoïde, qui est relativement facile d'accès, en tout cas physiquement, et qu'en plus ça peut aussi permettre, encore une fois, comme pour le don d'ovocytes, de peut-être faire le point sur la santé, sur des habitudes, sur des sujets de santé publique. Voilà, ça peut être intéressant de se poser ces questions-là. C'est le moment d'expliquer aussi que la nouvelle loi de 2021, elle autorise les hommes et les femmes à conserver leurs propres gamètes. Mmh. Et dans le passé, il y a déjà des hommes qui ont conservé leurs propres gamètes. Par exemple, tous ces hommes qui ont fait des vasectomies, à qui on disait, bon, ça serait quand même bien, on ne sait jamais, est-ce que la vie vous réserve, vous ne voulez pas garder des spermatozoïdes au congélateur au cas où. Donc il y a des hommes qui ont déjà des spermatozoïdes conservés, et puis il y a des hommes qui vont peut-être faire une démarche de les conserver à partir de maintenant. Et quand on a tout ce stock-là, on peut décider, à n'importe quel moment, d'en donner une partie pour le don. Ah, oui. Voire même de donner tout pour le don. Oui, d'accord. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans ce podcast aussi. Moi, je prévois une vasectomie une fois que notre nombre d'enfants souhaités sera atteint. Je peux par exemple m'en garder de côté au cas où. Voilà. Et si vraiment on se rend compte que c'est bon, ça va, c'est fini, hop, direct, ça part au don. Ça me pose une question pour le coup, alors que ce soit pour les dons d'ovocytes ou les dons de spermatozoïdes, ça se conserve un petit peu comment ? Et alors, on a répondu c'est sur des paillettes, mais ça se conserve, quand on dit au congélo, quel est le process ? En fait, en vrai, ça ressemble pas à des congélateurs. Ouais. Ça ressemble à des bonbonnes sur roulettes qui sont posées au sol et qui sont bourrées d'azote liquide. Et l'azote liquide, c'est à moins 296 degrés. Bon, c'est pas un congélateur classique, hein, j'en conviens. Donc voilà, c'est dans des laboratoires ultra spécialisés qui doivent être autorisés par l'Agence régionale de santé avec des normes de sécurité définies par des règles, etc. Donc c'est très particulier. Et est-ce qu'il y a... Alors, question peut-être un peu induite par le système de consommation, est-ce qu'il y a une date limite de consommation sur les ovocytes et les spermatozoïdes ? Maintenant, on a constaté que quelle que soit la durée les nombres d'années de conservation, ça n'altérait pas la qualité des gamètes. Ok. Intéressant comme question. C'est quand même intéressant de savoir pour le coup. Est-ce qu'il y a des suivis médicaux, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, est-ce qu'il y a des suivis médicaux qui continuent après le don, pour le coup ? Alors, on a compris que pour les hommes, il n'y avait pas de risque, donc il n'y a pas de suivi médical. Pour les femmes, le suivi est essentiellement dans les 15 jours qui suivent, justement pour dépister ces complications. Quand il y a une complication, elle est juste après, quoi. Elle intervient assez vite. Il n'y a pas de complications sur le long terme connues du tout à ce jour. Donc le suivi, ça peut être un coup de téléphone dans les suites, et c'est surtout que la femme, elle n'hésite pas à venir s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Et une des missions de l'Agence de la biomédecine dans les années à venir, ça va être de suivre l'état de santé de toutes les femmes qui ont donné leurs ovocytes à travers les données de santé de la Sécu, en fait. Donc ça, on aura peut-être des infos dans quelques années. Mais à ce jour, toutes les publications scientifiques sont
ultra rassurante. Il n'y a pas de complications des femmes qui ont donné. Bon, parfait. Sur le long terme. Donc si je comprends bien, la durée pour les femmes, pour le don d'ovocytes, c'est 6 mois. C'est 6 mois ferme partout. En fait, c'est 6 mois maximum. D'accord. Il y a une prise en charge à 100% qui prévoit pour 6 mois. Donc si on arrive à avoir un parcours super rapide pour X raisons, on peut le faire de façon plus rapide. Donc je dirais 3 à 6 mois en moyenne. D'accord, 3 à 6 mois, ok. Et pour les hommes, 4 mois. Mais ça peut être encore plus rapide si on est très très motivé. Voilà. Donc, ça peut être plus rapide que 4 mois. Que 4 mois, voilà. Okay. Mais voilà, 3-4 mois sans problème. Ok. On va passer à la partie 2 de cet épisode, qui va se concentrer un petit peu plus sur l'accompagnement un petit peu de l'humain et sur les questions qu'on peut se poser. On a parlé un petit peu donc des procédures, et des procédures qui sont quand même assez lourdes chez les femmes. Je suppose que ça peut en effet freiner un certain nombre de candidates potentielles au sujet, malgré encore une fois le fait, je le rappelle, qu'on est à plus du double de dons chez les femmes que chez les hommes, malgré cette difficulté de procédure. Est-ce qu'il y a d'autres points d'inquiétude à votre connaissance qui relèvent plus de la croyance que de la réalité sur le terrain ? On constate vraiment, quand on est professionnel sur le terrain, dans ces centres d'assistance médicale à la procréation, qu'il y a encore pas mal de tabous, pas seulement sur la fertilité, mais sur la fertilité, sur les techniques, et particulièrement en dons. Donc, on en parle quand même peu dans notre société du don de gamètes. Alors, cette année, on a la chance d'avoir une campagne de l'agence magnifique, super bien relayée par les influenceurs. Donc, voilà, on mise beaucoup là-dessus pour que ce soit bien connu. Mais le frein numéro 1 qu'on constate, c'est vraiment le manque de connaissances, le manque d'informations à ce sujet. Et puis le numéro 2, ça reste des tabous, des gênes, des craintes. Et puis, donc, c'est bien qu'on en parle parce que, faire le chemin vers le don de gamètes, c'est pas juste 3 semaines, 1 mois, hop, je suis prête. On voit bien les gens qui viennent jusque dans les centres de dons et qui vont jusqu'au bout de la démarche. Ils ont pris le temps. Et c'est ça qui est chouette, et ils sont accompagnés dans cette démarche-là de réflexion. Très bien. L'anonymat dans le don de gamètes, notamment avec les changements qui ont été ou qui vont être amenés avec la loi de bioéthique de 2021. Comment ça se passe, l'anonymat, pour le donneur, pour les gens qui reçoivent, pour l'enfant ? Comment ça se passe ? Le principe de l'anonymat, ça c'est un principe de la loi, et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, il n'est pas remis en question, dans le sens où la personne qui donne et la personne qui reçoit sont 2 personnes qui ne se connaîtront pas. Ils ne connaîtront jamais l'identité l'un de l'autre. Ce qui est nouveau, c'est que la loi, elle prévoit maintenant que la personne qui est née du don, et seulement cette personne, et seulement si elle le souhaite, peut avoir accès aux informations sur le donneur. C'est pas le donneur qui peut avoir des informations sur l'enfant, non, c'est que la personne qui est née du don, à sa majorité, si elle en fait la demande, qui peut avoir ces informations-là. Donc c'est ce qu'on appelle le nouveau droit d'accès aux origines. Et ça ne remet pas en question l'anonymat entre le donneur et le receveur. D'accord. Je crois que les dons qui sont concernés par l'accès aux origines, c'est pas tout de suite, c'est ça ? Alors pour pouvoir avoir accès aux origines, il va falloir attendre le 1er septembre 2022. D'accord. En fait, pour que ça se mette en place, ça nécessite différentes étapes. Et la première étape importante, c'est ce 1er septembre 2022. Ce jour-là, les personnes qui ont déjà donné leurs gamètes, ovocytes ou spermatozoïdes, peuvent faire volontairement la démarche d'aller voir une commission qui va être créée pour ça et dire « Moi, j'ai donné mes gamètes, aujourd'hui, je veux accepter que la personne éventuellement née de mon don ait accès aux origines. » Au contraire, si les personnes qui ont donné ne veulent pas cet accès aux origines, ils n'ont aucune démarche à faire. S'ils ne font aucune démarche, il n'y aura pas de rétroactivité et de levée de leurs données personnelles, de leur anonymat, du tout. À partir du 1er septembre 2022 aussi, toutes les personnes qui sont nées d'un don et qui sont majeures peuvent aller demander si on a connaissance de l'identité de son donneur. Alors, on comprend bien que ce jour-là, le 1er septembre 2022, cette commission n'aura encore pas d'informations sur les donneurs. Mais si la personne fait cette demande, cette commission peut essayer de retrouver l'identité du donneur en le demandant au centre de don, demander au donneur s'il est d'accord ou pas pour donner l'accès à ces données, à ces informations. Et à ce moment-là, le donneur il dira oui ou il dira non. S'il dit oui, alors le processus peut s'enclencher.
Et s'il dit non, alors jamais cette personne née d'un don ne pourra avoir de réponse à sa question. Ce qui est bien le droit du donneur. C'est tout à fait le droit du donneur. Et pour les personnes qui vont donner après le 1er septembre 2022? À partir du 1er septembre 2022, personne ne peut donner s'il n'a pas dit d'accord pour l'accès aux origines. D'accord. Donc c'est le nouveau consentement, il sera rédigé comme ça, et si on n'est pas d'accord avec ça, on ne pourra pas donner ses gamètes. D'accord. Et ça fait bien partie du parcours qu'on explique bien dès aujourd'hui, là, dans les centres, on explique aux gens, voilà, aujourd'hui vous donnez, et vous ne pouvez pas accepter l'accès aux origines, parce que la loi ne le prévoit pas, mais à partir du 1er septembre prochain, pensez à venir nous voir et nous dire si oui ou non, et surtout si oui, venez nous voir pour nous dire j'accepte de modifier mon consentement. À ce moment-là, voilà, on pourra continuer à utiliser les gamètes de ce donneur. Si je devais résumer, vous me dites pour le coup si j'ai bien tout compris, avant le 1er septembre 2022, on donne, a priori, à moins qu'on en fasse la démarche à partir du 1er septembre 2022, justement on reste anonyme et même l'enfant né du don ne pourra pas avoir accès à notre identité, même si il en fait la demande. Tant que nous on n'a pas dit c'est ok, ça bouge pas. C'est ça. La loi, elle s'applique pas avant le 1er septembre 2022 en fait. Et si on n'a pas fait la démarche, nous, volontairement, d'aller dire pour moi c'est ok, on considère que c'est pas ok. C'est pas ok. Ok. Et à partir du 1er septembre 2022, toutes les personnes qui font un don, que ce soit d'ovocytes ou don de spermatozoïdes, auront donné leur consentement pour autoriser l'accès aux origines. C'est ça, exactement. Ok. Alors, et cet accès aux origines, concrètement, on peut imaginer, j'avais un petit peu regardé les débats sur le texte, on peut imaginer en effet que ça puisse apporter une réponse quelconque à l'enfant né du don, mais est-ce que ça vient impacter la filiation? La loi elle a été très très claire là-dessus, ça n'impacte pas du tout la filiation. C'est-à-dire que une personne qui est née d'un don, comme avant la promulgation de cette nouvelle loi, une personne qui est née d'un don ne pourra jamais revendiquer la paternité du donneur ou la maternité de la donneuse. Et même pour sécuriser la filiation, ça s'appelle comme ça juridiquement, toutes les personnes qui vont avoir recours à une PMA avec don de gamètes doivent au préalable, devant notaire, signer un consentement et être informées de ce que cet enfant, c'est leur. Et jamais cet enfant, ils pourront renier leur maternité, paternité, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle la sécurisation de la filiation. On est donneur, on n'est pas père, voilà. Le donneur n'est pas un parent. Le donneur n'est jamais un parent. Le donneur ou la donneuse n'est pas un parent. Très bien, donc en fait, ça veut, si je comprends bien, en me projetant comme ça, c'est-à-dire je donne mon sperme après le 1er septembre 2022, 20 ans après, l'enfant qui serait né de ce don se dit tiens, j'aimerais bien savoir, j'aime beaucoup mes parents, la question n'est pas là, mais j'aimerais bien savoir qui est mon père biologique, et il fait sa demande, il a accès aux données, il peut pas venir me voir en me disant salut papa, il faut que tu t'occupes de moi. Alors, vous avez utilisé l'expression père biologique. Oui. Est-ce que c'est pas vraiment un père? Oui, alors, est-ce qu'on peut dire fait. père biologique? Est-ce qu'on pourrait pas dire juste j'ai envie de connaître l'identité du donneur? Et aussi. Peut-être même que cette personne, elle se dira moi j'ai envie de connaître les motivations du donneur, mais j'ai pas envie de connaître son identité. Eh bien, ça sera possible. On pourra choisir. On pourra dire toc toc, bonjour la commission. Alors, je suis née d'un don. J'ai mes parents, tout va bien, ou ma mère. Voilà. Je souhaiterais savoir mon donneur. Il est né dans quelle ville? Quelle était sa profession? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire un don de spermatozoïdes, de d'ovocytes, etc. Et on peut avoir accès à toute une série d'informations qu'on appelle des informations non identifiantes, juste pour savoir qui était cette personne qui a fait ce geste et qui m'a permis de... Ah, c'est intéressant ça aussi quand même, d'avoir cette précision-là, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. C'est vrai que ça... Là, je vois vraiment aussi beaucoup l'intérêt de cet accès aux origines, notamment sur les motivations. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour comprendre toute la démarche autour de sa propre existence. C'est quand même une question qu'on s'est sûrement tous posé un jour dans notre vie, ou qu'on se posera peut-être un jour. Ok. Merci pour toutes ces informations déjà. La petite image qu'il y a sur la campagne de l'agence, c'est cette petite pièce de puzzle qui manque. C'est-à-dire la personne, elle a sa vie, sa famille, et elle a envie d'avoir cette petite part de puzzle elle peut avoir besoin d'infos plus ou moins importantes, complètes, l'identité ou pas l'identité, mais Le compléter, ça veut pas dire tout changer, quoi. Bah non. Alors, moi, à titre personnel, quand je me suis renseigné un petit peu pour préparer cet épisode, j'ai commencé à me dire quand même, le don de spermatozoïdes, c'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui me parle à titre personnel, c'est quelque chose qui m'intéresse, et je me dis quand même, je pense que c'est une démarche qui, surtout quand on a un mec, on l'a déjà dit, c'est pas très très compliqué, c'est quelque chose que j'ai envie de faire,
Et ça a entraîné des discussions à la maison, et ça m'amène cette nouvelle question, c'est est-ce que l'accord du conjoint ou de la conjointe est obligatoire pour faire un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes? Ça, c'est une des nouveautés de la loi, c'est qu'on n'a plus besoin de l'accord du conjoint ou de la conjointe pour faire un don de gamètes. Aucune contrainte vis-à-vis de ça. On peut pas poser un veto si on est marié, si on est en pacsé. Alors ensuite, on se débrouille avec son conjoint ou sa conjointe. Mais en tout cas, le monde de la santé, le professionnel qui vous prend en charge n'a rien besoin de savoir sur la vie du conjoint. En fait, on rejoint là tout ce qui est don d'éléments du corps humain. C'est une décision de la personne et uniquement de la personne. Ok, donc c'est quelque chose qui concerne la personne envers son propre corps. Envers son propre corps et sa propre décision. Super. J'ai une dernière question à vous poser qui va concerner là pour le coup les deux types de donneurs, hommes-femmes. Est-ce que les donneurs recommencent? Alors on a vu que pour donner ces spermatozoïdes, il faut faire environ 4 recueils. Mais on n'a pas besoin de plus parce que là on a déjà fait un sacré stock comme on l'a expliqué tout à l'heure. Quand on a une donneuse d'ovocytes, on peut faire 2 dons d'ovocytes. Ça, c'est prévu comme ça. En général, on n'en fait pas plus parce que c'est déjà pas mal comme engagement. Et puis, les autres femmes, peut-être, elles peuvent aider aussi. Donc voilà, on peut faire 2 dons d'ovocytes et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Ouais. C'est beau quand même. C'est magnifique. Hein. C'est des femmes assez extraordinaires pour les avoir rencontrées il y a pas mal d'années. Je trouve ça très très beau. Il y a une réflexion qui me vient aussi, notamment par rapport à l'anonymat, à l'accès aux origines. Le propos que je vais tenir me concerne moi et n'engage en rien l'Agence de la biomédecine, mais je m'autorise à penser que si vous posez une question, si vous vous êtes posé la réflexion, si la réflexion est en train de naître sur le don de gamètes, et que à l'accès aux origines ça vous pose problème, moi j'ai envie de vous dire, écoutez, jusqu'au 1er septembre 2022 pour réaliser le don en étant sûr que l'accès aux origines ne sera jamais réalisé sans votre consentement express. Donc c'est peut-être le moment de se poser la question. Juridiquement, c'est parfaitement valable. Très bien. Parfait, écoutez docteur, merci beaucoup pour toutes ces réponses à ces questions, tous ces éclaircissements. J'espère que ça répondra aux interrogations de nos auditeurs et de nos auditrices. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes infos pour, si on veut revenir sur tout ce qu'on s'est dit, si on va avoir plus de détails sur le don de gamètes, où est-ce qu'on peut trouver les bonnes infos, que ce soit sur Internet ou dans des... L'idéal, c'est vraiment Internet, avec un site dondespermatozoïdes.fr et un site dondovocytes.fr, et là, vous trouvez vraiment l'intégralité des infos utiles, et particulièrement un truc qui est le centre le plus proche de chez vous. Donc, il y a une page où vous pouvez rentrer le nom de votre ville, et vous avez le centre de don qui peut vous accueillir, qui est le plus proche de chez vous. Et en plus, vous pouvez leur envoyer un message directement comme ça. Super, je mettrai les liens en description du podcast. J'en profite aussi pour rappeler qu'il y a des comptes Instagram en lien avec ce sujet, qui sont Je donne mes ovocytes et Je donne mes spermatozoïdes, que je mettrai en descriptif aussi du podcast. Et on s'est déjà dit beaucoup de choses. Merci beaucoup, Docteur Devienne, pour toutes ces précisions. Et il me tarde, j'espère, avoir beaucoup de retours sur cet épisode. Et j'espère que ça aidera à amener encore plus d'opportunités pour des couples en désir d'enfant, de pouvoir, ou des femmes seules en désir d'enfant, de pouvoir mener à bien ce désir, justement. Un très grand merci, parce que c'est des petits podcasts comme ça... qui pose une petite pierre supplémentaire sur cette grande campagne d'information. Voilà, donc on est ravis. Et un très grand merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.